Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, chers collègues, Mesdames, Messieurs. J'ai conçu cette communication comme une transition vers l'archéologie et la vision que les archéologues peuvent avoir du climat. Il s'agit d'une question de fond qui est vaste, puisqu'il s'agit de celle du poids des facteurs naturels dans l'histoire ancienne des sociétés humaines, donc de l'importance du déterminisme environnemental, comme il est convenu de le dire de nos jours parfois, en rapport avec les autres causes, je ne vais pas le dévorer, humaines, économiques, sociales, morales et politiques. C'est vous dire que mon exposé ne pourra présenter rien d'autre qu'un minuscule aspect de ces vastes questions que le monde se pose depuis si longtemps. D'abord, je propose un bref rappel des et du climat chez les anciens, les modernes, les antiquaires et les archéologues, préhistoriens, protohistoriens et spécialistes des périodes antiques. Ensuite, je présenterai quelques aspects du cas des Grecs de la Bactriane, en Asie centrale. Donc, nous revenons sur Terre, nous quittons la mer et nous entrons dans la glèbe, et de leurs connaissances théoriques et documentaires, ainsi qu'une question sur la fin de leur royaume. Oui. Non, c'était là, pardon. Les anciens, jusqu'à l'époque hellénistique, ont conçu et élaboré une théorie des climats qui nous a été présentée de manière remarquable hier, chez Hippocrate, Aristote notamment, et ils ont parallèlement mis au point des images du monde, des représentations propres à localiser les climats. Ce sont les anciennes cartes d'Anaximandre, dit-on, et d'Hécatée, puis les travaux mathématiques et théoriques, je fais des sauts, d'Ératosthène, notamment au IIIe siècle. Les descriptions des zones climatiques définies, des régions et des peuples ont également progressé, et je citerai seulement, car elles sont proches de la Bactriane, la Scythie et l'Inde, sur la carte, déjà mentionnées par Hérodote et Ctésias, antérieurement à Alexandre, puis, comme le disait Didier Marcotière, par Mégasthène, l'ambassadeur de Séleucos Ier à la cour des Maurya. Et enfin chez Strabon. Il n'est en effet pas de mon propos d'évoquer tous les auteurs, et il est important de noter qu'une approche véritablement scientifique, géométrique et mathématique, astronomique et géographique est ainsi apparue, mais qu'elle souffrit d'un manque de mesures terrestres précises, nous le savons, et qu'elle fut parfois combinée à une collecte documentaire, laquelle pâtit dans certains cas de l'immixtion d'informations légendaires et de l'influence de stéréotypes, mais c'est le cas un peu partout. Cependant, il s'agit tout à fait là, de la part des Grecs, d'un esprit authentiquement scientifique et non plus de mythe et de poésie, quelle que soit la logique, qui est pourtant bien réelle, de leur taxonomie et de leur système de causalité. Je parle des mythes. Les anciens Grecs ont su observer, cataloguer, schématiser, géométriser, calculer, conceptualiser et généraliser. Des concepts synthétiques et des notions essentielles sont donc nées des réflexions de ces anciens, issus de schématisation et de systématisation du réel naturel perçu dans toute sa confusion. Et certains restent utilisés jusqu'à nos jours, c'est un point important pour le propos. Les 4 éléments, notamment terre, air, eau, feu, mais surtout les 4 principes, chaud, froid, humide et sec. Ils sont toujours ceux des bulletins météorologiques de la télévision de nos jours. Ils fondent les raisons qui attachent des qualités, des propriétés, des comportements à des peuples, ça dit était hier, qui en sont imprégnés. Il s'agit de traits moraux et de caractères physiques qui sont distribués sur la Terre selon les zones géographiques et les directions des points cardinaux. Je n'y reviens pas. On relève ainsi le courage, caractéristique du nord et de l'est extrême, avec des nuances selon les auteurs, ou une certaine mollesse qui imprègne l'Orient et le Sud, tandis que l'intelligence peut être plus ou moins grande. Ça a été dit aussi. Le point d'équilibre parfait se trouve dans le monde méditerranéen, chez les Grecs. Ainsi donc, en Asie, dans le nord, les sites entre efféminés ou armés du courage de la nordité, comme dit un auteur récent allemand, ne sont pas très subtils malgré la présence chez eux de sages comme Anacharsis, qui a peut-être été rajouté un peu plus tard. Quant aux Indiens, leur lointain pays est couramment mis en parallèle avec l'Éthiopie, l'Afrique, on l'a dit hier. L'Inde, proche des limites du monde habité, de l'océan, possède donc les merveilles caractéristiques des confins du monde, et ces populations sont dotées de qualités remarquables comme la sagesse et la justice, ou étonnantes. On y trouverait des peuples monstrueux ou le rôle des femmes, qui est surprenant pour les Grecs, à la cour du roi. Ces 2 régions, malgré la connaissance de première main des découvertes, et de manière paradoxale, d'Alexandre et de ses successeurs, et l'esprit critique qui s'affirme plus tard, comme chez Strabon ou plus encore chez Arrien,
Et les études nombreuses pour démêler le vrai du faux, même masqué, chez les auteurs les plus anciens. Je renvoie aux travaux de Véronique Schiltz et de Madame Amig pour Ctésias. Les modernes, à l'époque des Lumières, après les découvertes de la Renaissance, les écrits des voyageurs portugais ou d'autres, comme ceux notamment de Chardin pour la Perse, et des écrits plus théoriques avec une nouvelle cartographie du monde faite de relevés directs, ont repris à leur compte la théorie des climats, que j'appelle de manière très très générale. Je rappelle quelques auteurs renommés, précurseurs des archéologues, qui ont traité de l'art et des antiquités en relation avec les climats. Les Strada, père et fils, je n'ai pas résisté à vous montrer le tableau, les deux de 1567, de Titien pour le père et de Tintoret pour le fils. C'est très amusant de les comparer et de les contraster. Ils ont abordé ces questions et Montesquieu, dont il sera question cet après-midi aussi, tout comme Wilkelmann en haut à droite. La carte remarquable, qui est tout à fait connue, de Waldseemüller, a été mise au point une douzaine d'années à peine après la découverte des Amériques, ce qui est tout à fait formidable. Je le montre simplement. En France, l'abbé Dubo, je disais Dubos, mais bon, j'ai été corrigé, l'abbé Dubo, pour qui le climat est plus puissant que le sang, alors que Winckelmann croit à un atavisme des peuples, n'est-ce pas ? Mais alors, chez l'abbé Dubos, les réflexions critiques sur la poésie, sur la peinture, qui sont de 1719, sont les textes les plus éclairants. Il s'appuie sur les ouvrages de Chardin qui avait parcouru la Perse et dont je cite un passage. « J'ai observé, écrit Dubos, dit Chardin, dans mes voyages, que comme les mœurs suivent le tempérament du corps, selon la remarque de Galien, le tempérament du corps suit la qualité du climat, de sorte que les coutumes ou habitudes des peuples ne sont point l'effet du pur caprice, mais de quelque cause ou nécessité naturelle qu'on ne découvre qu'après une exacte recherche. Si bien que pour Dubos, les causes physiques importent, car les causes morales ne décident pas seules de la destinée des peuples, des arts et des lettres. » Et il continue, il y a des passages qui sont très connus. Les Portugais établis dans les Indes orientales, ils sont devenus aussi mous et aussi timides que les naturels du pays. Ces Portugais invincibles en France avaient des cousins dans les Indes qui se laissaient battre comme des moutons. Et un peu plus loin, il y a 30 ans que le feu chevalier Chardin, écrit Dubos, nous donna enfin les dessins des ruines de Persépolis, que je vous montre en bas. On voit par ces dessins que les rois de Perse, dont l'histoire ancienne nous vante tant l'opulence, n'avaient à leur gage que des ouvriers médiocres. Les ouvriers grecs n'allaient point apparemment chercher fortune au service du roi des Perses, aussi volontiers que le faisaient les soldats grecs. Quoi qu'il en soit, on n'est plus aussi surpris, après avoir vu ces dessins, qu'Alexandre ait mis le feu dans un palais dont les ornements devaient lui paraître grossiers en comparaison de ce qu'il avait vu dans la Grèce. Ainsi, alors que la cartographie, les instruments et les connaissances progressent, les concepts changent peu sur les exhalaisons de la Terre et sur les climats qui déterminent les qualités des lieux, des nations et par conséquent de leurs arts. Des zones centrales sont toujours favorisées, d'autres, moins bien dotées par la nature et par le climat, sont inférieures. Des stéréotypes règnent encore, malgré l'esprit scientifique, et une partie d'esprit pré-scientifique, au sens de notre vieux Bachelard, coexiste toujours. Mais les choses vont finir par évoluer, permettant que l'on passe de la théorie des climats à la question, je reprends ce terme, du déterminisme environnemental pour les archéologues grâce à la découverte de ce qu'il est convenu d'appeler les antiquités antédiluviennes. Après la révolution scientifique, je ne cite que Galilée, Pascal et Bacon par exemple, les concepts de climat et de météorologie évoluent progressivement chez les géologues, les naturalistes, les préhistoriens et les archéologues, dont les disciplines se constituent lentement. Des géologues, comme Lyell ou Louis Agassiz, comprennent un environnement changeant et dynamique au cours de longs âges géologiques, avant le déluge, et établissent le phénomène climatique des glaciations qui affecta le genre humain, et on retrouve les traces dans une stratigraphie. Des naturalistes, je ne cite que Buffon ou Cuvier ou Lamarck et Darwin, conçoivent les conditions naturelles qui déterminent ou permettent la transformation des espèces animales, soit par catastrophes successives ou par évolution lente. Que les changements soient des mutations génétiques aléatoires sélectionnées ensuite par le milieu, ça c'est Darwin, ou qu'ils soient acquis et transmissibles, ça c'est Lamarck, mais de nos jours on dit épigénétique. Les géologues préhistoriens ne restent pas inactifs dans ce monde scientifique. Jacques Boucher de Perthes
en haut à gauche, est le premier à découvrir dans les terrasses alluviales de la Somme des ossements d'animaux disparus, éléphants, hippopotames, en compagnie de restes d'hommes très anciens, et il comprend que des hommes, qu'il appelle antédiluviens, ont vécu dans une succession très ancienne de climats différents, tropical, glaciaire, tempéré. Émile Cartaillac et d'autres encore, je passe très rapidement, ce sont quelques jalons, renforcent et précisent ces antiquités antédiluviennes vers une préhistoire qui replace les humains dans une chronologie longue, ponctuée de changements climatiques et fondée sur des découvertes matérielles en stratigraphie. Les glaciations jouent un rôle très important dans cette succession, si bien que la réflexion finit par s'organiser chez les archéologues autour d'un dilemme qui existe toujours. Dans la dynamique des changements des sociétés, de l'évolution de l'humanité ou de l'histoire du genre humain, comme l'on veut, ou bien prévaut le déterminisme naturel, ou alors domine le primat du social. Après donc le déclic de l'apparition de l'homme, maître de la nature qui seul décide de son destin. Des ouvrages récents tentent de trancher ou de combiner les perspectives avec des dosages divers. Il y a bien sûr le célèbre effondrement de Jared Diamond, par exemple, et d'autres encore, il y en a beaucoup, qui s'interrogent, lui, sur les effondrements des civilisations, tandis que notre collègue Norman Yoffe insiste plutôt sur la résilience des sociétés anciennes. Bref, aujourd'hui, au lieu de conditions climatiques et environnementales qui seraient restées inchangées depuis la sortie du paradis ou le début de l'humanité actuelle, on comprend que le climat change, que le milieu évolue, et autrement que la manière dont Platon et Aristote pouvaient le percevoir déjà, les sociétés et l'homme évoluent aussi. Je résume brièvement un état actuel. Dernière glaciation vers moins 10 000, là commence une période qu'on a appelée un optimum climatique. Ce sont quelques notions très basiques. Plus chaud et plus humide, donc favorable à l'augmentation de la biomasse et au développement de la vie. Ensuite, on signale des ajustements ou des effondrements sur un fond climatique considéré comme globalement stable et proche de l'actuel. Les variations, publiées sur l'apparition des sociétés agraires et inégalitaires, c'est-à-dire le néolithique puis les empires, jouent sur le concept de la combinaison d'un milieu favorable, qui est une notion assez tautologique que certains ont appelé un programme panglossien, mais je ne vais pas entrer là-dedans, je pourrais développer ça dans un autre cadre. Donc, le combine avec les hypothèses de la croissance démographique, du rôle de la guerre, mais rarement sur un déterminisme climatique raisonné, à l'exception toutefois récente et notable d'un géographe que Éric connaît sûrement, qui s'appelle Vincent Bocquéo, qui a tenté de poser les conditions d'un dénominateur commun climatique ad hoc, ces conditions choisies de telle sorte que l'on retrouve dans un raisonnement, hélas, partiellement circulaire et parfois mal documenté, ce que l'on sait déjà sur les aires d'apparition des plantes cultivées et de civilisation. Ce sont les taches les plus noires sur la carte du livre de Bocquéo, qui est récent. En bref, les mécanismes mis en cause dans ces travaux, tout comme ceux des Anciens ou des Lumières, sont loin d'être bien élucidés ou même correctement décrits, et des progrès sont incontestables. Des visions déjà plus fines sont élaborées, observant des concomitances d'événements importants, climatiques et historiques. Ainsi, je n'en cite que deux, un effondrement général de l'âge du bronze au Moyen-Orient, autour de 2000 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, l'effondrement du système proche-oriental, ça c'est le fameux 1177, dont Pascal Darc parlera peut-être. Et troisièmement, un événement qui concerne le monde des steppes, la migration de nomades scythes d'est en ouest dans les steppes eurasiennes au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Or, ces grands événements, et quelques autres, où semblent coïncider péjoration climatique et environnementale et des effondrements civilisationnels, ou ce qui apparaît comme tel, et des migrations, les choses demeurent assez floues. Je reviens au sujet pour une sorte d'expérience que j'aimerais vous proposer, en posant cette fois une question. Rien ne serait-il donc survenu de significatif en Eurasie dans le domaine des changements ou des oscillations du climat entre le 8e siècle avant Jésus-Christ, parce que personne ne mentionne rien, jusqu'au 5e, 6e siècle, c'est-à-dire l'époque des grandes invasions? Est-ce que tout serait resté absolument calme et inerte? C'est la question que je me permets de poser sans du tout prétendre à la résoudre et en observant les choses uniquement à l'échelle d'une toute petite région, la Bactriane, région très éloignée que je vous ai montrée tout à l'heure sur la carte. Donc le cas des Grecs de Bactriane, à l'époque hellénistique, qui sont au contact direct des Scythes et des Indiens, donc de peuples des confins du monde, est tout à fait caractéristique et assez exemplaire de certaines choses.
Une question préliminaire, tout d'abord, que je pose dans le cadre de ce colloque. Quelle connaissance les Grecs de Bactriane pouvaient-ils posséder des climats et des zones géographiques, eux qui vivaient dans cette province frontalière, après les conquêtes d'Alexandre et ses incursions chez les Scythes et en Inde, puis les expéditions de Séleucos Ier en Inde et les expéditions de Démodamas, le général de Séleucos, vers le nord en Scythie. Ces Grecs étaient installés en nombre à la frontière de deux régions aux caractéristiques très affirmées dans la théorie des climats et chez les géographes et les historiens, donc au contact de l'Inde et des Scythes. Mais ils étaient aussi lettrés et faisaient partie de l'oïkoumène. À Aïchanoum, que je vous montre, ville grecque installée aux alentours de moins 300, des cadrans solaires ont été découverts dans un gymnase, le gymnase de la ville. Ils indiquent une connaissance précise des latitudes et des longitudes, notamment un étonnant cadran équatorial au cylindre creux, donc, je vous montre, qui a fait l'objet de plusieurs publications. Il est remarquable car il est correctement incliné pour la latitude d'Aïchanoum, 37 degrés nord. Mais il porte des divisions en heures qui sont gravées à l'intérieur, donc on les aperçoit ici, des divisions en heures qui sont gravées comme s'il était placé plus au sud, à 24 degrés, qui sont le tropique ou la latitude d'Ujjain en Inde ou de Syène, c'est-à-dire Assouan en Égypte. Donc, d'après Denis Savoie, qui a présenté ce cadran dans une communication à l'Académie, on serait donc en présence du premier cadran solaire, on ne connaît pas d'autres exemples matériels, on n'a pas trouvé d'autres, qui indique l'heure d'un autre lieu, soit pour des raisons pédagogiques et astronomiques, soit pour des raisons religieuses. Je ferme les guillemets. Ce savoir astronomique, gnomonique et géographique précis provient évidemment des savants alexandrins, comme Ératosthène, par exemple, qui fut le directeur de la bibliothèque. Enfin, tout le monde connaît Ératosthène. Certains de ces savants alexandrins étaient originaires du milieu intellectuel aristotélicien, dont on sait que les idées voyagèrent jusqu'à Aïchanoum avec le papyrus de la trésorerie du palais et que les arcs de Soloï, dont a parlé M. Hoffman. Des relations d'Aïchanoum avec l'Égypte sont possibles, mais d'autres centres scientifiques et des bibliothèques travaillaient aussi à Pergame, à Antioche, à Babylone. Une telle transmission a-t-elle pu se produire lors de la venue de Cléarque au début du IIIe siècle, comme a pu l'envisager Paul Bernard? Nous pouvons y songer, mais d'autres dates sont aussi possibles, car les contacts entre la Bactriane hellénisée et le monde méditerranéen se poursuivirent pratiquement jusqu'à la fin de ces royaumes. Ces Grecs connaissaient le monde. Ils connaissaient le monde de la Méditerranée jusqu'aux tropiques et des colonnes d'Hercule jusqu'à l'Inde. Donc de telles connaissances firent-elles entrer la théorie des climats dans le regard qu'ils posèrent sur leurs voisins, scytho-indiens? Ça, nous ne le savons pas, nous ne le saurons probablement jamais, mais rien n'est moins sûr, car ils fréquentaient les uns et les autres de longue date, et rien n'indique qu'ils éprouvèrent le moindre besoin de théoriser leurs connaissances, les connaissances acquises lors de leur fréquentation. Je ne vais pas redire ici quels furent les rapports entre les Grecs de Bactriane et leurs voisins scythes. On sait qu'ils s'étaient aventurés jusqu'à l'Axiarthe, jusqu'au pays des Sers, peut-être les Chinois, Sers avec un S, et des Phrynoï, peut-être les Huns. Avec l'Inde, les échanges furent permanents, depuis les expéditions d'Alexandre et jusqu'aux conquêtes des Gréco-Bactriens, dont je ne vais pas rappeler les noms, sauf celui de Démétrios, après les années 200-180. Et les royaumes grecs s'y étaient établis. Il est inutile de détailler plus avant. Après ce qui vient d'être rappelé, il peut paraître curieux que cette connaissance directe n'ait pas fait naître d'écrits, soit de la part des Gréco-Bactriens ou des Indo-Grecs, et que Strabon, par exemple, qui écrit à l'époque augustienne, n'ait fait appel qu'à des connaissances remontant aux périodes du IVe et du IIIe siècle, en les critiquant plus ou moins. Une hypothèse peut expliquer ce silence, celle d'une coupure des communications avec le monde méditerranéen, qui se produisit à la fin de l'époque hellénistique, lors de la montée de la puissance romaine, de la puissance du royaume parthe et de la fin des Séleucides, ainsi que de la chute des royaumes gréco-bactriens. Des Scythes, ou Saka, j'emploie ici les deux termes, en 145, puis les Yuétchés en 130, mirent fin au pouvoir grec en Bactriane. Donc, je me permets de vous montrer une carte, ainsi que quelques vues des vallées qui font communiquer la Bactriane avec le nord de l'Inde à diverses saisons. Et en bas à droite, une gravure importante, puisqu'il montre que des Achéménides, le style est achéménide ancien, c'est probablement daté de l'époque de Cyrus, sinon plus tôt, était bien venu jusque-là et que les communications existaient bien. Donc en 130, le royaume grec de Bactriane était terminé.
si bien que le fil de relation au cours de cette époque paraît avoir été rompu. Mais aussi, comme l'a remarqué notre confrère Jean-Louis Ferrari, pour les historiens gréco-romains, l'histoire, avec un H majuscule, qui est celle de l'Empire universel, après l'époque d'Alexandre et des grands Séleucides, se déroule ailleurs que dans l'Orient dont je vous parle, bien que les sources de Troc-Pompée nous manquent cruellement. Chez les géographes, nous avons vu que Strabon reprend un savoir plus ancien, sans ajout documentaire récent, comme l'indique pertinemment M. Leroy, l'éditeur du livre 15, récent, paru en 2016, et que rien ne provient des Grecs d'Iran, d'Asie centrale, aucune connaissance ne provient des régions dont je vous parle. Plus tard, 2 textes du 1er siècle après Jésus-Christ, les Partikoistat Moi et le Periplus Maris Eritrei, décrivent des itinéraires vers l'Inde, l'un terrestre, l'autre maritime, et comme avec le marchand levantin Maesticianos, dont avait parlé Paul Bernard, les connaissances nouvelles ne sont apparemment plus reprises chez les savants historiens ou géographes, ni chez les théoriciens. Elles sembleraient plutôt circuler dans les milieux des marchands qui faisaient les grands voyages de l'Inde. Les connaissances théoriques et le savoir documentaire changent. La chute du royaume gréco-bactrien se produit donc à l'époque que je vous ai dit, vers 145-130. Et les causes en ont été données, attribuées par l'historien antique, à des guerres intestines épuisantes et à des attaques de nomades au IIe siècle. Alors, les attaques de nomades, bien sûr, sont mentionnées par les historiens grecs et latins, mais également on les retrouve dans les chroniques chinoises, donc ce qui est tout à fait intéressant. Et un passage de Justin, que je vais me permettre de vous lire, est très, très, très éclairant, je le cite, bien qu'il soit très connu, je le cite dans une traduction qui a été revue et corrigée par justement Paul Bernard. Justin nous dit « C'est presque en même temps que montent sur le trône Mithridate en Parthie et Eucratide en Bactriane. » Eucratide qui a été le dernier à régner à Icrano. « Qui furent tous 2 de grands hommes. Mais alors que le destin, plus favorable aux Parthes, les amena sous la conduite de ce souverain au fait de leur puissance, les Bactriens, ballottés de guerre en guerre, perdirent non seulement leur royaume, mais aussi leur liberté. Épuisés par des conflits avec les Sogdiens, les Arachosiens, les Drangiens, je ne vous les resitue pas tous sur les cartes, ce sont des régions d'Afghanistan et d'Iran, les Indiens également, ils finirent par être écrasés comme exsangues par les Parthes, pourtant plus faibles qu'eux. Nombreuses furent pourtant les guerres que Cratide mena avec une grande vaillance, réduit par elle aux dernières extrémités, et assiégé par Démétrios, roi des Indes, donc Démétrios qui avait conquis l'Inde et qui a perdu la Bactriane que lui avait ravi cette Eucratide. Il réussit, Eucratide donc, avec 300 hommes à venir à bout par des sorties incessantes de 60 000 ennemis. Ayant ainsi brisé un siège de 4 mois, il s'empara de l'Inde. Et la chute est très intéressante. Comme il en revenait d'Inde, il fut assassiné par son fils, qu'il avait associé au trône, et qui, affichant son parricide, comme s'il tuait un ennemi, et non pas son père, fit passer son char dans son sang et jeter son corps sans sépulture. Fin de la citation. Donc ce sont là, et c'est très intéressant, de traditionnelles causes morales et politiques de la grandeur et de la décadence des royaumes. Mais sans discuter la véracité du récit, qu'il n'y a pas de raison véritablement de nier, ne pourrait-on pas poser la question d'un enchaînement un tout petit peu différent des événements qui prendrait en considération, à titre de question expérimentale et modestement, un phénomène naturel, comme peut-être un certain déficit en eau dans la région, et donc la possibilité de causes naturelles qui pourraient pu intervenir au moins en partie. Examinons brièvement les données disponibles, d'abord dans les campagnes de la Bactriane orientale, puis dans la ville d'Aicranum elle-même. Dans la Bactriane, l'agriculture repose sur des récoltes régulières, croissant sur des terres irriguées par un bon réseau bien construit, régulé et entretenu, ainsi que sur un complément de récolte apporté par des moissons provenant de cultures sèches qui poussent dans des zones situées à l'extérieur du périmètre irrigué, c'est-à-dire dépendant des aléas des pluies d'hiver et de printemps. Voilà ce que peuvent donner les cultures sèches lorsque les pluies ont été suffisantes, donc c'est tout à fait remarquable. Tout d'abord, la prospection archéologique de la Bactriane orientale pourrait montrer que le nombre de sites occupés diminue à la période identifiée, c'est-à-dire après la période grecque, au cours d'une époque appelée celle des invasions des Sakas et des Yuechi, d'après la répartition des poteries de type dit nomade,
Cette interprétation, qui est celle de Bertillonnet, a toutefois été discutée en raison de la faiblesse des effectifs de poterie sur lesquels elle repose. Sans conteste cette fois, et c'est tout à fait remarquable, on a constaté que l'abandon d'un canal haut, un canal qui irriguait les parties hautes de la plaine, construit à la fin de la période grecque pour augmenter la production agricole, cet abandon s'était produit après une très brève période de fonctionnement. On se demande même s'il a été véritablement mis en eau. Comme furent délaissées au même moment toutes les terrasses hautes qui avaient été irriguées à l'époque grecque. Et en même temps, troisième point que je souligne, à la fin des Grecs ou immédiatement après, de nouvelles irrigations et des mises en culture apparaissent, mais cette fois sur des terrasses basses. On voit ici des terrasses basses, par exemple, très près de l'eau, qui sont très difficiles à mettre en culture car elles sont inondables. Alors ces nouvelles cultures apparaissent sur des terrasses basses des rivières qui devaient être devenues exploitables, c'est-à-dire plus sèches, exondées, et deux plaines sont ainsi mises en culture à cette époque-là. Et quatrième observation, qui a été faite sur la rive droite du fleuve, côté Tadjikistan, ces observations semblent corroborer les constatations faites par la prospection française d'Afghanistan. Les spécialistes y ont en effet remarqué le commencement d'une occupation des terrasses les plus basses et non plus seulement des plus hautes. Il s'agit d'un site que nous connaissons bien, puisqu'il a été fouillé. Il appartient à cette période de transition après les Grecs et avant les couchants. Et on y connaît même des matériaux qui ont été récupérés du pillage d'Aïkhanoum, qui ont été réutilisés dans cette sorte de manoir. Par conséquent, déjà, après ces quelques observations très ponctuelles et locales, nous ne pouvons écarter l'idée d'un certain déficit en eau, avec peut-être des crues de moindre ampleur et donc moins de précipitations en amont et sur place. Qu'observons-nous maintenant à l'intérieur de la ville d'Aïkhanoum ? En 145, les Grecs abandonnent la ville. Elle est livrée au pillage et subit une occupation dite post-grecque. Puis, avançant en 30, un dernier pillage, un incendie, ne seront plus jamais suivis d'aucune nouvelle occupation. La distribution de l'eau indispensable est installée par les Grecs et elle passe par un aqueduc dérivé des canaux de la plaine. Son arrivée en ville est unique. Je l'ai indiqué ici, on le revoit ici. La plaine se développe en haut à droite, si je puis dire. Et elle nécessite soins et entretien, curage, réfection, des prises et de la captation. La distribution se fait par des dérivations, par fossés et par canalisation en tuyaux, notamment vers des monuments comme le gymnase, le palais, le long de la rue principale, pour le temple et les quartiers d'habitation patriciens. Mais à la fin de la présence des Grecs et durant l'occupation post-grecque, on observe de curieuses modifications sur ce réseau. D'abord, l'aqueduc maître d'amener d'eau, qui passe au pied d'un théâtre alors abandonné, ainsi qu'une canalisation de dérivation qui s'écoule vers l'ex-gymnase et une autre vers le temple sont hâtivement curés ou grossièrement réaménagés. Je pose la question de savoir si ces travaux pourraient être le symbole d'une réfection devenue nécessaire après une interruption de l'apport d'eau générale. En outre, après le départ des Grecs, l'intérieur du grand temple aux niches indentées a été doté d'une importante capacité de stockage et de mouture de grains. Une douzaine de grandes jarres, de grands pitoyus, et une dizaine de grosses meules à trémie y ont été découverts. Ce temple serait, pour ainsi dire, devenu le siège de magasins à grains post-grecs, après la statue eût été abattue et démantelée. Les céréales serrées entre ces murs épais, derrière de lourds vantaux de bois massif, ainsi que la meunerie était-elle alors devenue un enjeu plus important qu'auparavant, dans des conditions nouvelles de collecte et de distribution du grain et de la farine. D'autres indices importants ont été relevés lors de la fouille d'une fontaine monumentale située à mi-pente de la falaise de l'Oxus, qui offre un témoignage essentiel. Cette fontaine était alimentée par une nappe d'eau souterraine s'écoulant dans le sens de la pente naturelle, de couches de sable et de galets alluviaux très anciens, déposés sur une couche d'argile imperméable. Provenant des infiltrations naturelles depuis les collines du Piémont, plutôt que de percolation d'irrigation, elle suivait le sens de la pente de la terrasse alluviale filtrant l'eau. Elle a encore un peu coulé au moment de sa fouille par les gargouilles placées dans la partie basse. Elle a été concrétionnée, probablement après son abandon, mais elle avait été réaménagée aux alentours de la fin de la période grecque et avant l'abandon définitif en une configuration basse. Les arrivées d'eau étaient plus hautes, elles ont été abaissées à ce niveau-là à une certaine époque. Suite, évidemment, une diminution de l'arrivée d'eau, c'est-à-dire de son niveau et donc de son débit, comme le montrent les documents et interprétations.
Donc nous disposons de quelques indices, certes ténus mais nets, pour envisager de poser la question de la possibilité d'un affaiblissement des apports hydriques et pour la ville d'une interruption éventuelle du système hydraulique. Toutefois, il est évident que des causes autres que le climat politique, social, naturel, tectonique pourraient également être invoquées pour expliquer une telle réfection des apports en eau vers le milieu du IIe siècle. Pour la Bactriane en général et dans les régions voisines, sans proposer un examen complet des données qui est encore à faire, on peut remarquer que le creusement des puits dans le sanctuaire gréco-bactrien de Tartessanguine, sur la rive du même fleuve, à 100 km en aval d'Aïkhanoum, donne des informations de première importance. Un premier puits précouchant profond de 20 mètres a été peut-être creusé vers le IIe siècle, d'après ce que l'on peut savoir, et son comblement date des alentours du début de notre ère. Un second puits est plus récent. Tartessanguine est construit sur un cône de déjection de Piémont, dans lequel la nappe phréatique ne devait pas être si basse, de sorte que ce creusement, qui cherche à retrouver le niveau de la nappe de l'Oxus très profond, pourrait trahir un affaiblissement des écoulements du Piémont et un abaissement de la nappe de l'Oxus à l'époque dont je vous parle, et encore une fois, peut-être une phase de moindre arrivée d'apport en eau. D'autres observations archéologiques pourraient venir en appui, mais des recherches sont nécessaires. Il convient de compléter cette perspective nouvelle, et j'en termine là, avec d'autres recherches régionales, car d'un côté, les forteresses et les tombes Saka du Pamir semblent connaître les mêmes abandons qu'Aïkhanoum, alors que d'un autre côté, de nouveaux sites peuvent être fondés ailleurs dans la Bactriane. Le problème complexe de la chronologie des installations dans toute l'Asie centrale est posé d'une manière générale et il n'est pas simple à résoudre. La question d'une phase relativement plus aride que précédemment en Bactriane, au IIe siècle étant posée, il faut maintenant examiner, et je peux y passer rapidement, les données naturelles disponibles pour cette période, lesquelles manquent totalement pour la région, il faut le dire, si bien que l'on doit envisager un plus vaste territoire. Dans tous les cas, comme Marie-Dominique Nénal l'a dit hier, nous ne disposons que d'indicateurs tout à fait indirects des changements de climat. Et l'on peut comprendre plus simplement et de manière opératoire que les 4 éléments de température et de précipitation, chaud, froid, sec et humide, sont toujours des indicateurs très importants et essentiels. Il faut donc nous écarter, je vais vous montrer 2 diapositives, n'ayez pas peur, de courbes scientifiques que je suis allé chercher dans la Bactriane, dont certaines sont très, très, très récentes. Alors, les choses sont très compliquées parce que peu de publications s'intéressent au climat de notre période. Les unes portent sur le monde actuel, les autres comptent en centaines de milliers d'années, les troisièmes sont plus orientées vers la préhistoire, enfin d'autres se concentrent sur les périodes très récentes. Donc nous ne disposons de rien qui soit comparable aux informations disponibles pour les événements de moins 2000, ici, ou du 5e, 6e siècle de notre ère, sur ces concomitances d'événements politiques et d'événements climatiques reconstitués. Mais il en existe tout de même, elles sont très intéressantes, et les courbes chronologiques des données environnementales montrent la question d'une irrigation, aridification au IIe siècle n'est pas absurde et qu'elle pourrait être sérieusement envisagée. Donc il y a des problèmes, il faut tout vérifier, bien sûr. Ici, par exemple, je montre l'analyse qui a été faite d'un stalagmite au Kyrgyzstan, donc dans le côté régime atlantique. La Bactriane est à la limite entre le régime des moussons et le régime atlantique, ça ne simplifie rien du tout. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, nous connaissons également du côté des montagnes centra-asiatiques des modifications des glaciers. Alors là aussi, les choses sont préliminaires, car les articles que l'on peut consulter remontent à une époque où on datait plus difficilement que de nos jours. Il semble que certains glaciers, au moins, ont reculé à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire que ça va vers le sens d'une période plus sèche et plus froide aux alentours du 2e, 1er siècle avant, avec bien sûr beaucoup de précautions. Quant aux données que nous connaissons pour les lacs d'Iran, le lac Urmia, le lac Amoun, pour le lac Balkhash au Kazakhstan, le lac Aral en Ouzbékistan, les choses sont un peu plus compliquées, les datations ne sont pas très précises, mais enfin, il semble que tout de même cette prise en considération d'une période un peu plus froide et un peu plus sèche à cette époque-là mérite que l'on s'y intéresse. Dans des études récentes pratiquées sur la zone, non, c'était celle-ci, c'est en haut à gauche, d'origine des nomades qui nous intéressent, l'Altaï et la Chine du Nord, des informations
montrent des synchronies, selon les auteurs, entre les changements climatiques et des phénomènes comme des migrations et des guerres que décrivent très bien les chroniques des empires chinois. La pertinence de ces recherches, mettant en relation les régions de Bactriane et celles du nord-est, vers la Mongolie et l'Altaï, est assurée par les textes et par la présence en Bactriane, aux alentours de notre ère et un peu avant, de matériel provenant de ces régions-là. Par conséquent, cette possible phase plus froide et une plus grande aridité semble mériter que l'on s'y intéresse, et des publications récentes sur... alors, ici, il s'agit des concomitances entre les événements politiques et des analyses très, très précises dont la validité doit être encore vérifiée, qui ont été pratiquées. Donc, la concomitance entre tous ces événements, c'est le dernier graphique. La concomitance entre tous ces événements peut remonter à, par exemple, un phénomène, et ça on le voit dans un article récent, comme des éruptions volcaniques qui peuvent modifier le climat. C'est un article tout à fait récent. Et la période qui nous intéresse est celle-ci, où on voit une période plus froide et également une distribution de cendres volcaniques par des éruptions. Alors ça n'a rien à voir, vous voyez la date de 540, là les événements sont beaucoup plus importants. Alors là aussi tout cela demande, et quelquefois je pourrais en dire plus que moi, d'être revu et vérifié. Une telle oscillation, si elle existe vraiment, aurait pu contribuer aussi bien à la mise en route des nomades depuis les steppes de l'Altaï et de la Mongolie vers la Bactriane, par vallées et montagnes, qu'affaiblir le royaume gréco-bactrien et athée, et contribuer à provoquer le départ des Grecs vers l'Inde. Les historiens, je termine, de l'époque gréco-romaine et chinoise, trouvent des causes morales et politiques à l'origine de ces événements. Les barbares, les Xiongnu, sont opposés aux Chinois d'un côté, qui prétendent que leurs terres sont à la périphérie et leur chi, c'est-à-dire leur souffle, est bloqué. Quand de l'autre, ces Yueche affrontent les Lueche et les Saka, tout aussi nomades et barbares qu'eux, et qui se mettent en route vers la Bactriane. Les Grecs, enfin, auraient été épuisés par leurs luttes incessantes et intestines, mais n'étaient-elles pas incessantes depuis Homère ? Il en va de même pour les troubles chez les Parthes et les Saka, à peu près à la même époque. Et bien que nous sachions que les sites aient été sur place depuis longtemps, il peut être intéressant de nuancer les interprétations que nous connaissons jusqu'ici. Enfin, un autre élément sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est très important, mais presque inaccessible jusqu'à une date très très récente, est celui des épidémies. Et je regrette bien que nous entendrons la communication lue de notre confrère Pierre Toubert, car l'on sait par exemple que la concomitance, non seulement avec les événements climatiques, mais aussi avec des migrations de nomades cavaliers, est assez grande en Europe avec les épidémies. Et le bacille Yersinia pestis se diffuse avec des parasites et avec des rongeurs. Alors l'article tout récent dont je voulais vous parler est tout simplement une analyse qui a montré que la peste existait en Asie centrale et en Europe dès le IIIe millénaire. On a retrouvé la génétique des bacilles de Yersinia pestis. Alors il ne s'agissait pas de peste bubonique, mais seulement, si je puis dire, de la peste pulmonaire ou de la peste septicémique, qui sont tout aussi redoutables, on n'en guérit pas. Voilà. Donc c'est des choses très difficiles à vérifier qui demanderont de bonnes collectes et de bonnes analyses, mais sur lesquelles il peut mériter de s'interroger. Pour le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas de l'effondrement de l'ensemble d'une civilisation ou de la société agraire, mais seulement de la fin de dynastie, du début des suivantes. Période agitée dans toute la région. Il s'agit de changements, parfois de bouleversements, qui affecteraient différemment les sociétés et les royaumes concernés, selon des facteurs dont la force a pu être inégale. Les anciennes théories de Stein, Edil et Huntington sur l'aridification générale de l'Asie intérieure sont bien dépassées et l'existence de cycles climatiques resterait encore à bien prouver. En somme, pas plus qu'à des causalités dites complexes ou systémiques, qui sont parfois invoquées de manière un peu générale, sans une véritable analyse des mécanismes, nous ne pouvons attribuer à des raisons naturelles ou sociopolitiques, isolément, le déclenchement de ce qui a précipité la chute des royaumes grecs de Bactriane. Même si une phase plus aride est avérée, de gigantesques quantités d'informations archéologiques, biologiques et environnementales sont collectées en permanence dans le monde entier, tandis que les procédés d'analyse et de datation s'affinent et se multiplient. Nous l'avons vu hier à propos déjà de la Méditerranée, très, très clairement. Si bien que l'on peut penser qu'une vision à la fois plus globale et plus fine pourra émerger un jour prochain, mais sans que l'on doive pour autant naïvement
croire que les enchaînements des causes seront résolus. Félix Wipotuit. La question climatique mérite d'être formulée, bien que ni une simultanéité ni une succession chronologique ne suffisent à démontrer une causalité historique, comme le savent les historiens, ainsi que les scientifiques qui laissent, comme ils disent, toujours ouverte la possibilité de ce qu'ils appellent la variable cachée. Dans notre cas, par exemple, une variable cachée pourrait être la tectonique, car de puissants séismes peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les systèmes d'écoulement des eaux, où des changements de cours peuvent se produire, comme dans l'oasis de Bukhara, par exemple, sans qu'on ait à faire appel à des changements climatiques. Dans ce cas, le fléchissement des courbes de température et de précipitation serait donc sans signification historique du tout. Donc tout doit être scientifiquement vérifié, contrôlé. Et je terminerai, comme l'abbé Dubo, en répétant que les causes morales ne sont pas les seules, que les naturelles existent et que le climat y prend sa part. Finalement, la théorisation antique fondatrice, qui connut une illustre histoire pendant des siècles, peut de nos jours être corrigée, nuancée, augmentée. Bien, et on l'a élaguée de considérations sur les exhalations, le caractère, l'esprit, le génie des lieux et des peuples, alors que d'autre part, les cartes et les zones sont passées de schémas géométriques, simplification indispensable au raisonnement à l'époque et pour longtemps, à des images spatiales et satellitaires très complexes et très détaillées, et que les climats qui étaient généralement plutôt fixes et statiques, bien que nous avons vu hier qu'ils étaient considérés comme changeants, actuellement, dans certaines limites fondées sur des traitements gigantesques de données, à l'échelle de l'histoire planétaire, modifient leur image. Et je me demande finalement si Aristote, Ératosthène ou Cléarque n'auraient pas eux aussi aimé pouvoir jouer avec la puissance des outils d'analyse et de calcul qui est aujourd'hui à notre disposition. Je vous remercie.